Bonjour, Christian Buendoa, secrétaire fédéral UNC Belgique, co-coordinateur de la coalition électorale CACH, UDPS-UNC. Basile Diatezoa, un acteur politique congolais. J'ai animé différentes activités de think tank ici en Belgique, par exemple le Club Zaïre 2000. Je suis dans l'action politique et ce qui se fait actuellement au pays, cela ne peut que m'intéresser pour voir dans quelle mesure nous pouvons tous apporter notre contribution pour des solutions humainement et politiquement acceptables. Et ce qu'il faut relever d'abord de ces scrutins, ce sont des scrutins bicéphales, je dirais. Nous avons une élection présidentielle où le candidat de l'opposition est gagnant, proclamé gagnant des élections présidentielles. Nous avons des élections législatives et provinciales où c'est l'ancienne majorité qui gagne la plupart des membres des chambres législatives. Alors, le président Félix Tshisekedi, en tant que président, a des prérogatives qui sont stipulées dans l'article 78 de la Constitution en ce qui concerne la création ou la création de son gouvernement. Il est stipulé qu'il crée son gouvernement en identifiant un Premier ministre dans la majorité. Dans le cas contraire, il prend une personnalité qui peut essayer de dégager en tant qu'informateur une majorité le concernant. Dans le cas d'espèce ici, où nous avons un cloisonnement ou plusieurs partis de l'ancienne majorité et plusieurs tendances de l'ancienne majorité, il reviendra à la tâche au formateur de dégager une majorité pour le président de manière à pouvoir exercer son pouvoir. Alors, de ce fait, il faut savoir que le FCC, comme vous le dites, est une plateforme électorale qui avait pour but d'élire un candidat qui était Emmanuel Shadari. L'objectif du FCC n'a pas été atteint. Il y a un cloisonnement de partis politiques dans les FCC qui, après l'élection présidentielle, voit que le président élu est le monsieur Félix Tshisekedi et que l'informateur prendra sûrement contact avec les autres partis pour dégager une majorité au président de la République. Ça, c'est un élément qui est important à savoir qu'il a la possibilité de se dégager une majorité. Parce que les anciens alliés en politique, ce sont des alliances qui se font et se défont en fonction de l'orientation, en fonction du courant. Ces alliances ont été sûrement faites au départ pour un certain point de vue, l'élection de Shadari qui n'a pas été faite. Et aujourd'hui, pourquoi pas, il y aura sûrement des alliances qui se feront avec d'autres partis qui partageront la vision du président pour créer le gouvernement qu'un Premier ministre conduira. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui sera le formateur ou l'informateur, mais dans la tendance actuelle, dans le gouvernement, dans la Constitution, on parle d'une personnalité. Aujourd'hui, nous avons une forte personnalité qui se dégage auprès de Vital Kamerhe, qui est le premier élu avec plus de 86 000 voix de toute la République. Je dis pourquoi pas, mais je n'affirme pas que ce sera lui l'informateur. Voilà, à ce stade du débat, ce que je peux dire comme élément. Mais je n'ai pas la même approche que mon frère à côté, pour la simple raison que ici, il émet des hypothèses, il essaye d'anticiper un scénario dans la gestion de l'État pour demain. Nous avons l'élection d'un nouveau président, mais moi j'ai une autre approche. L'approche que j'ai, c'est que face à un régime qui a été dénigré par
le peuple en général, qui souhaite le changement, le vrai changement, dont la rupture. Je me dis, les acteurs politiques avaient, disons, 3 choix à faire. Soit une rupture totale, et cette rupture totale ne peut pas être possible avec des élections qu'on a connues, on a bien vu, puisque c'est le pouvoir en place qui a organisé ces élections, et ce pouvoir en place ne peut pas se saborder pour amener une rupture totale dans la gestion du pays. La deuxième piste, c'est, disons, un compromis historique entre le régime en place et les acteurs de l'opposition, des différentes forces de l'opposition qui ont un projet pour le vrai changement. Et à un certain moment, la classe politique se met d'accord pour amener des changements sur le plan institutionnel, sur le plan de la bonne gouvernance, bref, se mettre d'accord pour sortir le pays de la crise, et on arrive à un compromis historique que l'on souhaite aujourd'hui, c'est-à-dire que la situation actuelle, vous avez un président qui vient de l'opposition, dite radicale, et vous avez le régime en place qui garde encore ses privilèges. On peut espérer qu'il y ait un compromis historique pour sortir le pays de cette crise. L'opposition radicale en menant ses propositions, tout comme le régime en place, conscient de la crise, va trouver un consensus avec l'opposition pour sortir le pays de cette crise. Ça, c'est le compromis historique. Il y a évidemment la troisième piste qui est la compromission politicienne, c'est-à-dire l'opposition radicale n'étant pas capable, ne pouvant pas changer, apporter un vrai changement dans le pays, accepte, disons, d'aller vers le pouvoir, de participer à la gestion du pays sans apporter des réformes sur le plan institutionnel, sur le plan de la gouvernance publique. Et là, on peut dire que l'opposition est allée dans une compromission politicienne, ce que je ne souhaite pas, que je n'espère pas. J'ai confiance aux nouveaux acteurs qui vont gouverner ce pays. Je préfère qu'on aille plutôt vers un compromis historique pour sortir le pays de cette crise. Mais si on doit commencer à disséquer les textes actuels que nous avons au Congo pour voir si le nouveau président aura une majorité au Parlement ou pourra bien gouverner le pays dans ses compétences prévues par la Constitution, je n'entre pas dans cette réflexion parce que je sais très bien que les textes ne sont pas respectés dans notre pays et on risque de s'époumoner dans des scénarios qui ne peuvent pas nous conduire vers des solutions viables. Voilà un peu mon approche. Je pense qu'on dit la même chose mais différemment, tout simplement. Je pense qu'à ce niveau-ci, il n'y a pas de triomphalisme de la part de CASH, UNC, UDPS ou le reste. La situation, elle est là. On doit trouver des solutions. Et c'est pourquoi tout acteur politique qui pourra prendre la main tendue du président Félix pour constituer cette majorité est la bienvenue. Donc, nous entrons dans cette compromission, comme on dit, mais cette compromission ne peut pas se faire toute seule. Il faut qu'il y ait un informateur qui mène les débats, une personne qui essaie de dégager cette compromission si elle existe. C'est ce que je voulais dire. C'est que les tests, nous revenons toujours effectivement, les tests ont toujours été violés, mais ici, il faut qu'il y ait une personne qui mène l'avance. Il faut qu'il y ait un acteur qui prenne la main et qui aille de devant. Ce n'est pas le président lui-même qui va le prendre. Et cet acteur doit venir, certes, de l'opposition pour pouvoir rassurer les autres membres de l'opposition qui ne sont pas avec nous ou qui sont de l'autre côté, et aller aussi vers l'ancienne majorité présidentielle, essayer de dégager aussi
des pistes de se mettre ensemble pour un gouvernement. Ce qui ne m'étonnerait pas qu'on arrive sur un gouvernement de large union nationale ou un gouvernement de la reconstruction, tout à fait issu d'une large concertation. Donc voilà un peu, si je devais rebondir sur ce que l'autre interlocuteur disait tout à l'heure. Moi, je crois que on ne doit pas parler de compromission politicienne maintenant. Je préfère plutôt, dans le contexte actuel, dans la situation actuelle, parler plutôt de compromis historique. C'est-à-dire, nous sommes devant une situation de fait. Il y a un président élu qui est là. Il y a le régime en place qui essaye de renforcer sa présence dans la gouvernance publique. Maintenant, il faut qu'on arrive à un compromis pour voir comment on peut cohabiter, donc les anciens acteurs et les nouveaux, comment cohabiter pour sortir ce pays de la crise. Donc on ne peut pas parler de compromission, on doit plutôt parler de compromis historique. On se met d'accord, puisqu'on ne peut pas amener à travers l'acte électoral une rupture totale. Donc nécessairement, nous sommes dans un compromis historique. Maintenant, il faut que ce compromis historique soit bien réfléchi pour ne pas tomber dans une compromission politicienne qui est immorale. Parce que la base de l'État, le fondement de l'État, c'est la morale. Et si la morale n'est plus respectée, n'est plus le soubassement de cet État, eh bien, on arrive à confirmer, à avoir un État voyou. Et nous tous, nous voulons quand même l'émergence d'un État de droit responsable et viable. Donc, pour moi, c'est plus le compromis historique. Les forces de l'opposition qui ont l'opportunité maintenant de participer à la gestion du pays avec les anciens acteurs, disons les acteurs de l'ancien régime, se mettre d'accord dans un esprit de consensus, arriver à faire des réformes, disons, pour que le pays trouve une orientation plus efficace et sortir le pays de cette crise. Dans ce qui me concerne, je pense que l'opposition, elle est plurielle. Et l'opposition ici, juste avant les élections, a pris deux chemins tout à fait différents. Il y a eu Genève, qui avait comme option de ne pas aller avec la machine à voter, juste à une semaine avant les élections où la position a changé. Et puis il y a l'opposition de Nairobi. Quand je regarde aujourd'hui l'effectivité des deux chambres, surtout l'Assemblée nationale, si ces deux oppositions sont réunies, on arrive à une 170, un tiers à peu près du Parlement. Et effectivement, il faudrait, comme le président Félix l'a dit, sa main reste tendue vers les autres membres de la classe politique de l'opposition pour essayer de dégager une majorité avec eux. On va se mettre autour de la table pour essayer effectivement de dégager cette majorité et de ne pas, surtout, d'essayer de voir comment on peut sauver ce pays et amener ce pays au changement. Je crois que des alliances se font et se défont et nous ne devons pas nous focaliser sur ce qui est passé. Nous devons voir de l'avant. Il faut reconstruire ce pays. On a besoin de tout le monde. C'est pourquoi je dis que la victoire de Félix ne doit pas être une victoire dans laquelle nous sommes dans un triomphalisme. Nous avons tous chanté l'alternance. L'alternance est arrivée, mais avec son lot d'inconvénients ou son lot de surprises, maintenant il va falloir gérer en responsable. Et c'est là où on fera la différence entre des hommes d'État et des politiciens. Donc il y a différents scénarios possibles. Mais moi, je voudrais plutôt être positif et optimiste, dans le sens que pour ne pas créer des animosités interminables,
faudrait que tous ces acteurs se parlent d'abord, qu'ils discutent ensemble pour arriver à un consensus. Il y a un président qui a été proclamé. On comprend les frustrations des autres. Il n'y a jamais eu des élections parfaites dans le monde. Même aux États-Unis, on a eu parfois des petites dérives. Bon. Nous voulons sortir le pays de cette crise. On va discuter ensemble dans un esprit de consensus, voir comment on peut mettre tout le monde dans une équipe qui aura des objectifs bien définis pour amener le pays vers la sortie de cette crise qui nous accable depuis plusieurs années. On ne va pas dans le gouvernement simplement parce qu'on veut avoir des postes ministériels, mais puisqu'il y a un consensus, formons ce gouvernement d'union nationale pour sortir le pays justement de cette crise. Cela suppose des réformes institutionnelles, tirer les leçons sur le mode de scrutin, l'acte électoral qui a été galvaudé. Bref, il y a toute une panoplie des réformes à entamer pour ne plus connaître de telles situations d'impasse qui dégradent le climat politique. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Il faut savoir qu'au Congo, sur la scène politique, vous avez des acteurs nationaux et des acteurs extérieurs. Quand je cite les acteurs extérieurs, c'est-à-dire il y a des entités extérieures qui ont des intérêts dans ce pays et qui ont des animateurs politiques extérieurs qui interfèrent sur la scène politique congolaise. Cela est de bon augure. Et l'outil de communication est fondamental pour influencer l'opinion. On a bien vu les interférences extérieures faire le choix sur tel acteur politique congolais. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des raisons économiques, des raisons philosophiques ou des raisons politiques de relations personnelles. Bref, les interférences extérieures sont inévitables. Et ces interférences extérieures sont favorisées surtout par le fait que les acteurs de communication de l'extérieur ont plus de moyens, ont plus d'outils de travail que ceux qui sont à l'intérieur. Rien que l'outil Internet, on a vu comment l'État, enfin le gouvernement congolais a manipulé l'outil Internet pour empêcher à ce que l'information circule au sein de la population. Et ce sont des méthodes qu'on ne trouve pas dans des pays avancés, mais on voit bien que l'outil de communication est fondamental pour influencer l'opinion. Tout ça, évidemment, ce sont des thématiques de réflexion pour les futurs gouvernants, parce qu'aujourd'hui, un État qui ne veut pas favoriser la communication, donc entraîne son peuple dans l'obscurantisme. Et cela ne favorise pas le progrès au niveau de la connaissance, de la pensée humaine. L'outil de communication est fondamental. Donc, c'est à nous à tirer les leçons. Nous devons libéraliser cet outil de communication pour mieux informer les citoyens, surtout à participer plus rationnellement dans les débats politiques pour faire avancer le pays. Concernant la médiatisation de ces élections, comme vient de le dire le confrère Béatrice Va, le Congo n'est pas n'importe quel pays. Et tous ceux qui ont suivi la campagne et la période post-électorale, même des amis et des confrères africains ou panafricains, ils ont remarqué que
la presse a jeté son dévolu sur un candidat. Pour ne pas le citer, le candidat, l'avocat de Fayou, Martin Fayou. Avant, pendant et après. Et moi, je suppose que ça doit être nécessairement dû aux intérêts qui ont été misés sur ce candidat. Les personnes qui supportaient ce candidat ont des entrées dans certains milieux, dans leur lobby, et ils ont fait leur choix. Alors, la communication en interne a été un peu bloquée, et même pour la communication externe, vu qu'il n'y a pas eu d'observateurs internationaux étrangers et occidentaux, cela a favorisé la spéculation. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, la coupure d'Internet. La coupure d'Internet aussi ne favorise pas l'information. Donc, l'accès à l'information devient une arme de bataille, que ce soit pour les gouvernants et que ce soit pour les lobbies. Pour les gouvernants, parce que l'accès à l'information n'est pas donné, on ne donne plus l'information, les gens ne peuvent plus communiquer avec l'extérieur, mais nous qui sommes ici à l'extérieur, qu'est-ce que nous voyons? L'appropriation médiatique, la couverture médiatique à outrance d'un seul candidat qui n'est pas le candidat qui a été désigné. Alors, et là, comme on le dit, l'information, le quatrième pouvoir se révèle être un pouvoir important pour influencer les populations. Le Congo connaît depuis plus de 17 ans 8 à 9 millions de morts, des viols, des enfants qui sont violés, des femmes qui sont violées. J'aurais voulu que cette couverture médiatique puisse faire l'écho de tout ça. Vous imaginez la couverture médiatique qui a été faite pour le candidat Fayulu depuis 2 mois. Si seulement on pouvait mettre les projecteurs sur le Congo, sur ce fléau des viols, des massacres des femmes pendant 2 mois, je crois qu'aujourd'hui le Congo aurait changé. Je voudrais interpeller aujourd'hui les faiseurs de rois ou ceux qui nous accaparent toute la presse internationale. Oui, c'est très bien. Jetez les projecteurs sur vos femmes, sur nos enfants qui sont morts tous les jours, violés, Beni, Butembo, Yumbi, partout. Mettez les projecteurs dessus et vous allez sauver quelque chose. Beaucoup de Congolais croient que la nation congolaise est un acquis naturel. Mais on ignore ou on oublie que nous sommes un pays à plusieurs nationalités. C'est-à-dire que ici, je prends le concept même de la nation. Si je prends par exemple les Lunda du Katanga, les Lunda de l'Angola, les Lunda de la Zambie, mais ils constituent une nation. Aujourd'hui, le colonisateur nous a mis dans une même parcelle. Et évidemment, en partant des concepts que eux, ils ont développés en fonction de leur histoire. Surtout l'idéologie du nationalisme a émergé au XVIIIe siècle, quand la bourgeoisie mercantile avançait. Pour ses intérêts, ils ont dû développer cette idéologie du nationalisme pour leurs intérêts économiques, mercantiles, ainsi de suite. Et on a vu l'apothéose de cette idéologie avec les 2 guerres au XXe siècle, jusqu'à ce que les penseurs européens se sont dit l'idéologie nationaliste est destructrice de l'être humain. Et aujourd'hui, on transcende cette idéologie nationaliste pour arriver à une gouvernance qui tient compte d'abord de l'être humain. Parce qu'un être humain, quand il n'est pas épanoui, quand il ne se sent pas sécurisé, quand il ne se retrouve pas dans ses droits et devoirs de citoyen dans un territoire politique administratif déterminé, la première de réaction, c'est de se retrouver
dans sa famille, dans son clan, dans sa petite tribu, croyant trouver la sécurité. Pourquoi? Parce que quand il sort de sa tribu, il n'est plus sécurisé. Donc ici, le problème plutôt, nous devons développer le Congolais sur le plan humain d'abord, économique, politique, pour qu'il arrive à comprendre que la vie en communauté est nécessaire et que, quelle que soit notre appartenance culturelle, nous avons des intérêts communs, dans nos intérêts particuliers, et que les dirigeants qui doivent être redevables vis-à-vis des populations, vis-à-vis du peuple, doivent justement œuvrer pour améliorer les conditions de vie de leur population. Pourquoi? Parce que c'est à cette seule condition que chaque citoyen va se retrouver dans ses droits et devoirs, il va se sentir à part entière de la nation congolaise. Donc pour moi, je pars du principe qu'une nation, ce n'est pas un acquis naturel, mais c'est un construit, un travail de longue haleine. Il faut travailler là-dessus, il faut éduquer la population, il faut améliorer les conditions de vie des populations. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un slogan, comme on dit que Mobutu a laissé un héritage, mais on voit bien où nous en sommes aujourd'hui. Les Baluba, on a connu le cas pendant la Deuxième République, au Kutena Moluba Nanyoka, Boma Moluba Tikanyoka. Bon, aujourd'hui, on voit certaines communautés qui sont stigmatisées. Je ne veux pas citer le nom, puisqu'on va dire que je défends toujours ces communautés. Bref, les pygmées ou je ne sais pas moi quoi, nous devons arriver justement à favoriser l'épanouissement de chaque membre de cette communauté. Au lieu de se contenter dans des slogans, voilà, nous sommes une nation indivisible, tout ça, mais nous devons, nous, acteurs politiques, être redevables. Si nous avons des fonctions publiques, c'est pour servir la collectivité, améliorer les conditions de vie. Et c'est là qu'on forme l'idée nationale. C'est là que le sentiment d'appartenir à une nation apparaît. Sinon, eh ben, on voit bien nos jeunes qui quittent l'Afrique, qui traversent la Méditerranée pour chercher des cieux meilleurs. La mère patrie ne leur donnant pas toutes les garanties de sécurité, d'épanouissement, eh ben, ces jeunes préfèrent aller voir ailleurs, dans des patries d'adoption, pour essayer de survivre. Donc, bref, j'insiste là-dessus. La nation, ce n'est pas un acquis naturel, ce n'est pas un slogan, c'est un travail de longue haleine. Et ce qui s'est fait dans notre pays plus de 50 ans après l'indépendance, que des communautés s'entretuent, c'est quand même déplorable. C'est surtout les mauvaises conditions de vie qui font que celui qui est pauvre, il croit que c'est le frère du président qui a fait qu'il soit pauvre. Lui, il est bien parce qu'il est le frère du président. Comme le frère du président, c'est un Moulouba, donc tous les Balouba sont méchants. Bon, bref, ça devient un cycle infernal. Pourquoi? Parce que les conditions de vie sont tellement médiocres que on voit toujours le coupable, le voisin. Nous avons remarqué que depuis l'élection du président Félix, dans les réseaux sociaux, comme sur le terrain, dans certaines contrées, que ce soit à Kikwit, où il y a eu la chasse à une certaine catégorie de tribus, je trouve que c'est pas un message à passer. C'était peut-être l'élément qu'attendaient les financiers, certains bailleurs de fonds, qui est embrasement dans le Congo. Mais cet embrasement n'a pas eu lieu. Et nous avons certes des défauts, les Congolais, nous avons certes des défauts ou certains défauts, mais il y a quelque chose que nous avons cultivé depuis l'époque de Mobutu. Et d'ailleurs, je dirais, même si ce n'est pas le seul héritage qu'il nous a laissé, c'est la fibre nationale. Pour moi, un Congo, un Luba, un Teke, un Lualaba, ou reste un Congolais.
Et le Congo reste un et indivisible. Nous avons cette fierté d'être Congolais. Et la spécification d'une tribu n'amène rien il y a 450 tribus au Congo. Vous imaginez qu'en face, pas en face, à côté, au Rwanda, au Burundi, il y a 2 tribus. Il y a eu 1 million de morts pour 2 tribus. Nous, on en a 450. Si les 450 tribus se mettent à s'entretuer entre eux. Et je crois que tous les derniers problèmes qu'on dit, voilà, on parle de Yumbi, il y a des tribus qui s'entretuent, il y a 850 morts. Personnellement, je ne pense pas à cette thèse-là. Je pense que le Congolais est suffisamment ancré dans cet esprit nationaliste que pour pouvoir se lancer dans une systématisation tribale. Si j'ai un message à passer au président Félix, et pour le moment, et d'ailleurs, j'ai même pas le message, il a dit il sera le président de tous les Congolais. Le jour où il faisait son discours à 4h du matin, je serai le président de tous les Congolais. Je ne serai pas le président d'une tribu, je ne serai pas le président d'un parti politique, je serai le président de tous les Congolais. Le message est fort, il est clair. C'est un message d'ouverture, de paix et d'union. Seule la force de tout le monde va reconstruire ce pays sans tribalisme et surtout pour aller de l'avant. Ça fait 20 ans qu'on nous dit que l'axe Afrique du Sud, ni Congo, Nigeria, pourra faire le démarrage de l'Afrique. L'Afrique du Sud a déjà démarré, le Nigeria a démarré. Ça fait 20 ans que le Congo traîne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un certain moment, qu'on prenne un sursaut d'orgueil, qu'on se mette au-dessus de ses intérêts pour reconstruire ce pays? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on voulait l'alternance, elle est là, avec ses imperfections, avec son lot de problèmes, et le Congolais est capable de gérer. Mais le tribalisme, nous n'adhérons pas à ça. Déjà, pour nous qui sommes déjà en Europe, nous souffrons déjà, c'est pas du tribalisme, de ce que ça ressemble, du racisme. Alors, nous ramener encore dans un carcan de tribalisme, nous va nous reculer. Je pense que au président Fayoulou, qui d'ailleurs, avec son frère, le président Félix, pris ensemble, entre frères et sœurs chrétiens, on prône l'amour du prochain. Et moi, je prônerai l'amour du prochain, l'amour du Congolais. Nous sommes tous Congolais, de telle ou telle tribu, nous sommes tous Congolais. Ça, c'est la première chose. Et je pense, comme je disais, c'est l'héritage que le président Mobutu nous a laissé. C'est peut-être ça, le seul d'ailleurs. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, unissons-nous, main dans la main, reconstruisons ce pays. Quelle que soit la tribu, quelle que soit la province, mettons-nous pour reconstruire ce pays ensemble.